And we are live. OK. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers abonnés. Je suis le docteur Papo Mousseliaï. Je travaille à l'ambassade des États-Unis au niveau du bureau de coopération militaire. Et cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Amir Aframi, qui est médecin et professeur de psychiatrie, de santé mentale et d'histoire à l'Université George Washington des États-Unis, qui va nous entretenir de la santé mentale et des stratégies que nous pouvons développer pour mieux faire face, pour être plus résilients. Comme vous le savez, nous vivons un contexte relativement particulier. Cela fait 6 mois maintenant que le monde est confronté à un défi probablement qu'il n'a pas rencontré depuis très longtemps. Je vous parlais de la COVID, du COVID-19, qui a commencé en fin d'année dernière, 2019, et qui aujourd'hui a touché toutes les parties du monde, tous les pays, tous les territoires, avec à ce jour plus de 13 millions de personnes infectées et un coût en vie humain qui dépasse plus de 500 000 morts que nous regrettons et pour lesquels nous prions. Alors, nous avons passé, dans le cadre donc, du Centre américain de Dakar, dans cette séquence que nous appelons Facebook Live, d'inviter un professeur spécialiste qui va nous entretenir de la question. Le docteur Amir Aframi est donc de l'Université de Washington. Il a beaucoup travaillé donc, sur la santé mentale, surtout aux États-Unis, mais également en Irak, où il a aidé dans les années 2000 à remettre en place un service de santé mentale. Le docteur Aframi a produit un sujet qui s'appelle Model Contagion, Imperialism and Public Health in Iran's Age of Cholera, en 2019, publié par l'Université Johns Hopkins. Dr Aframi a également travaillé avec une sénatrice américaine du nom de Debbie Stabenow de Michigan, où il a appuyé donc, dans la préparation de textes législatifs. Dr Aframi a surtout, donc, comme j'ai dit, travaillé dans la réhabilitation et la remise en état des services de santé mentale. Il va nous entretenir donc de la problématique et surtout nous proposer des pistes pour devenir plus résilients et mieux faire face à cette situation. Dans un deuxième temps, nous aurons des questions et des réponses qui me parviendront donc par le chat box et que je vais lui poser. Donc, à ce stade, je voudrais vous demander à vous tous de prêter attention à la présentation du docteur Aframi, qui sera suivie, comme j'ai dit, de questions et de réponses. Et je vous souhaite une bonne attention et en espérant que cette session sera bénéfique pour chacun d'entre nous. Merci. Et donc, docteur Aframi, la parole est à vous. Merci. Je tiens à remercier Monsieur Papa pour son aimable introduction et je remercie également notre ambassade au Sénégal de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Alors, je vais voir si... Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du coronavirus, COVID-19 et des stratégies pour favoriser la résilience et booster la santé mentale. Au 22 juin, le Sénégal avait enregistré 5 970 cas de coronavirus, dont 3 953 ont été complètement guéris et 86 ont malheureusement trouvé la mort. L'Afrique subsaharienne a signalé ses premiers cas du coronavirus COVID-19 au fin de février de cette année. Le 2 mars, le Sénégal avait confirmé l'arrivée du virus et depuis lors, le virus s'est propagé rapidement dans les communautés de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à son expérience en matière de prévention de l'Ebola et à la création du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le CEUS,
le gouvernement sénégalais a rapidement réagi à la crise de manière organisée et agressive, mais n'a pas pu arrêter la propagation du virus. Le 23 mars, le président du Sénégal a déclaré l'état d'urgence, imposant des couvre-feux et des restrictions de voyage. Les rassemblements publics ont été annulés, les prières communales interdites, les écoles fermées, les restaurants fermés et les plages vides. La plupart des mesures visaient à réduire la propagation de l'infection plutôt que les conséquences sur la santé mentale et les conséquences psychosociales de la pandémie et de sa prévention. En effet, les restrictions et les fermetures ont eu un effet significatif sur l'économie du pays, qui ont été profondément ressentis au niveau personnel par de nombreux Sénégalais qui dépendent sur leur salaire et leur emploi chaque jour. Cette situation, ainsi que les restrictions initiales à la vie religieuse, notamment la fermeture des mosquées, ont provoqué des troubles dans le pays. Les pressions économiques et les troubles sont quelques-unes des facteurs qui ont mis fin à l'état d'urgence le 29 juin dernier. La pandémie de nouveau coronavirus nous affecte tous, ne serait-ce qu'en raison du fait que notre quotidien a complètement changé. Se tenir à 2 mètres de distance les uns de l'autre, congé pour la plupart, et même pour ceux qui travaillent, ils doivent se mettre également à distance. Porter un masque au lieu de public fermé, se laver les mains à tout bout de champ, etc. Ça nous affecte tous. Crise d'anxiété à l'idée de tomber soi-même gravement malade ou que cela arrive à l'un de nos proches. Vague d'anxiété à l'idée de perdre notre emploi et être incapable de trouver un nouvel emploi à cause de la récession économique. Tout ça développe du stress et des vagues d'anxiété. Au-delà de la peur de l'exposition au virus ou des conséquences économiques, l'acte de quarantaine et d'isolement lui-même est une source de stress. Il aggrave non seulement les symptômes chez ceux qui ont une maladie psychiatrique connue, mais il peut également amener au traitement des personnes atteintes de maladies psychiatriques qui n'étaient pas auparavant diagnostiquées. Un sondage réalisé par la Fondation de famille Kaiser aux États-Unis entre le 25 et le 30 mars dernier a révélé que 47% des personnes hébergées sur place aux États-Unis ont signalé des effets négatifs sur leur santé mentale, de l'inquiétude ou du stress lié à leur hébergement. Par contre, moins de 35% de personnes parmi ceux qui n'étaient pas hébergés sur place ont signalé une aggravation de leur stress. Cela montre que le fait de se mettre en abri sur place et les quarantaines en soi peuvent aggraver la santé mentale, le stress et l'angoisse des individus. Troubles psychologiques, deuil, anxiété, dépression,
stress post-traumatique partout dans le monde. Les indices de la pandémie coronavirus sur la santé mentale des personnes sont abondants et risquent de laisser des traces durables. En première ligne face au virus, les médecins et les infirmières sont particulièrement exposés à la détresse psychologique liée au COVID-19. Outre une lourde charge traumatisante, ils doivent surmonter la peur de contracter la maladie ou de la transmettre à leur famille et leurs proches. Selon l'Organisation mondiale du santé, l'OMS, les problèmes de stress chronique et de la santé mentale durant cet épisode pandémique sont partagés par les personnes soignantes de toute région du monde. En Chine, par exemple, les agents de santé se sont dit sujets à la dépression jusqu'à 50%, à l'anxiété jusqu'à 45% et à l'insomnie jusqu'à 34%. Au Canada, 47% des personnels d'établissements de santé ont indiqué avoir besoin d'un soutien psychologique. 47% des individus dans les établissements de santé demandent de l'aide psychologique. L'inquiétude est aussi forte pour les adolescents et les jeunes, dont l'avenir est affecté par la crise actuelle. La fermeture des établissements scolaires et universitaires, l'annulation des examens, la perte de routine et du lien social, ainsi que l'aggravation des perspectives économiques a un fort impact sur eux. Il faut se rappeler que la moitié des problèmes de santé mentale commencent dès l'âge de 14 ans et le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes entre 15 et 29 ans. Si pendant cette pandémie, les décès sont plus fréquents chez les hommes, c'est bien les femmes et les jeunes filles qui sont touchées de manière disproportionnée par les confinements. Leur santé, leur bien-être et leurs moyens de subsistance ont été largement affectés par la pandémie. L'accès aux services de santé sexuelle et reproductive a été perturbé. En Afrique, la plupart des travailleurs de santé sont des femmes et cela a fait que la maladie a pesé particulièrement lourdement sur les femmes qui se trouvent aux premières loges pour soigner les personnes infectées. Alors, j'ai parlé du stress qui est causé par la pandémie et par l'hébergement sur place. Mais qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress est la réaction du corps à tout changement qui nécessite un ajustement ou une réponse. Ça peut être un changement dans l'environnement, comme une pandémie, ou ça peut être un changement dans le corps soi-même, comme une maladie. Tout ça cause du stress. Le corps réagit à ces changements par des réponses physiques, mentales et émotionnelles. Le stress de tous les jours fait partie de la vie normale. Vous pouvez ressentir le stress de votre environnement, votre corps et vos pensées. Mais si il persiste et devient incessant, il peut entraver le fonctionnement quotidien
normal. Et les symptômes de stress anormaux comprennent les difficultés de concentration, fatigue et troubles du sommeil, paranoïa et peur, irritabilité et saut d'humeur, aggravation des performances au travail, aggravation de problèmes de santé chroniques. Par exemple, la diabète, si vous avez la diabète ou l'hypertension, ça devient pire en temps du stress. Augmentation de la consommation du stupéfiant, de l'alcool ou du tabac. Et bien l'aggravation du santé mentale. Dans un premier temps, les soignants peuvent donner des recommandations simples pour améliorer la santé mentale et le stress de leurs patients dans cette période, notamment aider à générer des compétences d'adaptation générale. Ceci comprend s'assurer que les personnes ont 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit, et qu'ils mangent 3 repas sains par jour. Ils font de l'exercice au moins 3 jours par semaine pendant 30 minutes et assurez-vous que le rythme cardiaque dépasse 120 battements par minute pendant ce temps. Connectez avec ce que vous aimez. Respectez un horaire particulièrement un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ça, c'est très important pour les gens qui travaillent chez eux. Reconnaissez le comportement qui contribue à un état émotif et émotionnel négatif et arrêtez. Limitez vos consommations d'alcool et de tabac. Au niveau d'adaptation à la distance sociale et l'isolement, si vous êtes confié, organisez vos journées. L'organisation est importante pour transmettre un sentiment d'agence et de contrôle à un moment imprévisible. On ne sait pas quand cette pandémie va complètement finir. D'un jour à l'autre, les restrictions changent. Tout ça provoque un sentiment qu'on n'a pas de contrôle sur notre vie et sur notre environnement. Mais quand on s'organise nos journées, on a du contrôle dans la vie quotidienne de soi-même. Trouvez des moyens de sortir de votre maison en toute sécurité, bien sûr en portant de masques et en restant de 2 mètres de distance. Démarrez des projets domicile ou des cours ou des conférences comme celui-là en ligne. Augmentez la communication virtuelle avec vos amis, vos collègues et votre famille. La perte de connexion communale est l'une des causes du stress dans ce moment où on est en isolement. On peut reproduire ces connexions si on met en place des communications virtuelles avec nos amis, nos collègues et nos familles. Et ça peut aider le stress qui est causé par la distance sociale et l'isolement. Il faut dire,
la surcharge d'informations ou la désinformation, l'information négative, est une grande cause du stress et du peur dans la société. Et au niveau d'adaptation à cette surcharge d'informations et des informations, soyez conscients de l'impact de votre consommation de médias sur votre humeur et sur votre vie émotionnelle. Désengagez des réseaux sociaux si cela a un impact négatif sur vous. Ralentissez votre consommation de nouvelles. Je vais finir avec ça. Et on peut en parler un peu plus dans les questions, mais je propose de travailler avec les secteurs traditionnels de la société pour susciter l'espoir dans un milieu où il y a beaucoup de désespoir pendant la pandémie. Entre 1908 et 1910, j'étais l'auteur d'une initiative menée depuis notre ambassade des États-Unis à Bagdad, en Irak, pour reconstruire la capacité d'offrir des soins mentaux, psychologiques en Irak. Dans notre travail, nous avons découvert que l'aide du secteur religieux était essentielle. Les religieux et d'autres autorités traditionnelles peuvent être un allié utile pour diffuser le message du bien-être et de réduire la stigmatisation autour de la santé mentale et la détresse psychologique. Partout dans le monde, il y a un degré de stigma. Personne ne veut demander de l'aide. Mais les secteurs traditionnels peuvent nous aider à arrêter ce stigma, à réduire ce stigma. Dans le cadre de l'Iraq Mental Health Initiative, nous avons organisé une campagne nationale et des ateliers pour amener les religieux et des éducateurs et médecins dans le domaine de médecine et les travailleurs de santé pour parvenir à une coopération pour adresser le stigma sur la santé mentale et améliorer la connaissance des sociétés sur les détresses psychologiques. Si vous êtes intéressé, j'ai écrit un article à ce sujet dans le journal New York Times et vous pouvez trouver ce lien en bas ici dans mon présentation. Je vais avoir assez de temps pour les questions, alors je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre patience et nous pouvons maintenant ouvrir aux questions si vous en avez. Merci beaucoup. Monsieur Muget. Alors, merci docteur, pour la présentation très grande qualité. Peut-être dire aujourd'hui qu'au Sénégal, nous sommes passés à plus de 8200 cas à la date d'aujourd'hui et que la chose peut-être qui s'est ajoutée, c'est qu'on commence maintenant à compter les morts en plus grand nombre. Le pays a dépassé la barre des 150 morts. Donc, il ne s'agit pas seulement de tomber malade, mais également d'avoir des personnes qui décèdent et qui commencent à causer peut-être un autre problème qui est arrivé après. Autant on comptait les malades, autant maintenant ce sont les morts qu'on compte. Ça, c'est peut-être la première chose que je voudrais ajouter. La deuxième chose, c'est que dans le confinement, est-ce que confinement doit équivaloir à isolement
ou est-ce qu'il est possible, pendant qu'on est confiné, de maintenir un contact social qui permet de mieux supporter l'isolement? Je pense que dans votre présentation également, vous en êtes bien revenu. Autre chose que vous avez dit, c'est qu'il y a des conséquences physiques et des conséquences psychiques à ce stress. Ça peut être de l'hypertension, ça peut être de l'aggravation de maladies déjà chroniques, comme ça peut être une répercussion psychologique plus importante dans des états de stress qui sont beaucoup plus élevés. Et vous avez parlé surtout du personnel médical. Nous sommes tous les deux du personnel médical et nous comprenons à quel point ça peut être difficile de prendre soin de soi-même tout en essayant de prendre soin des autres dans un contexte relativement difficile. Vous avez parlé des femmes et des filles qui sont également très vulnérables, mais vous avez surtout parlé de stratégie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour bien sortir, pour mieux supporter la situation? Et je crois que probablement, ça va intéresser nos abonnés par rapport à ces stratégies. Mais je voudrais d'abord prendre d'abord des questions qui sont revenues sur le chat box et après, peut-être vous engager sur des conversations concernant ce que nous pouvons développer pour mieux supporter cette phase. Alors, nous avons Abdou. Est-ce que vous m'entendez bien, n'est-ce pas, hein? Vous m'entendez très bien? Docteur? Oui, oui, moi je vous entends parfaitement. Ok, d'accord. Donc, alors, nous avons Abdou, un de nos abonnés, qui demande à savoir quel est le rapport entre le stress et la peur. D'abord, sa première question. Ensuite, le stress et les maladies cardiaques, ce dont nous étions en train de parler. Et sa dernière question, c'est que est-ce que le stress affecte de la même manière les hommes et les femmes? Voilà. Ça, c'est une question très intéressante. Je vais commencer par répondre. Au premier niveau, la peur est un symptôme, peut être un symptôme du stress. N'oublions pas, comme je l'avais dit, la stress est une réaction du corps qui est normalement adaptive. On a besoin de stress, par exemple, si vous êtes en train de marcher et, je ne sais pas, s'il y a un chien enragé qui se met devant vous, vous avez besoin d'une réaction de stress pour échapper. Y compris dans cette réaction, il y a une réaction émotionnelle qui est la peur. Mais ce qui fait la différence entre le stress pathologique, ou en termes de tous les jours, de stress qui n'est pas normal, et le stress normal, et le stress pathologique dure et ne s'arrête pas. Ça dure pendant des heures, pendant des jours. Et le stress normal est là pour survivre à une crise qui doit être de courte durée, pas quelque chose qui est de longue durée. Le stress est là si on veut courir dans une course, par exemple. On a besoin un peu de stress pour se préparer, pour se lancer. Mais après qu'on a fini le course, après une demi-heure, 15 minutes, 10 minutes, si vous êtes très bien, 5 minutes, 400 mètres, le stress doit s'arrêter. Mais si le stress dure, ça fait du mal sur le côté psychologique et le côté biologique. Et alors ça, je vais le lier aux deuxième question, je pense. Est-ce que cela a un effet sur le corps? Alors, quand on a une réaction de stress, notre cerveau cause l'augmentation d'un hormone
qui s'appelle cortisol. Je sais, cortisol. Je le dis bien en français? Oui, cortisol. Oui, c'est bien. Cortisol. Alors, l'augmentation de cortisol, si ça dure, ça cause des problèmes cardiaques, on sait ça. Il y a beaucoup plus de plaques dans les grands vaisseaux du corps qui se mettent quand il y a beaucoup de cortisol, mais aussi ça cause des troubles dans la régulation de glucose, le sucre dans le cœur. Oui, le glucose, oui. Le glucose. Alors, par exemple, d'un côté, si vous avez une disposition vers le crise cardiaque, vous avez plus de chances d'avoir une crise cardiaque. Même en état normal, la plupart des crises cardiaques, ça se produit vers 6 heures du matin, dans des gens normaux. Disons, dans des gens qui ont prédisposition vers la crise cardiaque, la plupart des crises cardiaques, ça se produit à 6 heures du matin. Entre 5 et 6 heures du matin, le cortisol, c'est à son plus grand niveau, dans un corps qui n'est pas nécessairement stressé. Alors, imaginez un corps qui est stressé, qui produit du cortisol en grand niveau, ça peut causer des problèmes cardiovasculaires. Pas seulement des crises cardiaques, mais aussi plus grand nombre de plaques et de fermeture des vaisseaux cardiaques. Sur le côté diabète, ça peut faire le contrôle du sucre, le contrôle de glucose beaucoup plus dur. Pour ça. Et beaucoup d'autres problèmes systémiques. On a nommé 2. Sur le côté psychologique, le stress, comme je l'ai décrit à notre ami ici, l'un des symptômes, c'est la peur. L'autre, c'est l'anxiété. Maintenant, imaginez, si vous avez du peur et anxiété qui persistent, après un certain temps, on devient déprimé et ça mène à la dépression. Parce que le cerveau ne doit pas être exposé d'une façon persistante à ces hormones comme cortisol qui est produit dans des moments de stress. Ouais. Et par rapport entre les hommes et les femmes maintenant, est-ce que cela affecte de la même manière les hommes et les femmes? Ça dépend sur la société et ça dépend sur la situation. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur la différence entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'il y a des gens qui ont des attributs génétiques qui leur permettent de beaucoup mieux supporter la stress chronique que d'autres. Mais la stress, finalement, est liée à une insulte d'environnement ou à une insulte comme une maladie du corps. Alors, si les femmes sont sur beaucoup plus de pression que les hommes, et dans certaines sociétés, il y a beaucoup plus de pression sur les femmes que les hommes, et la reverse, on trouve beaucoup plus de l'occasion du stress et beaucoup plus de problèmes de maladies liées au stress vis-à-vis les sexes dans la société dont je parlais. Très bien. Merci, docteur. Je pense que peut-être en lien au contexte ici, et je pense que c'est une conversation que nous avions commencé hier, c'est que l'expression du stress chez les hommes peut être différente
de chez la femme, et que probablement les hommes intérioriseront plus souvent le stress, mais ce stress existera. Ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est que parfois il est intériorisé, mais les conséquences sur l'organisme seront probablement les mêmes. C'est les grandes décharges de cortisol, comme vous voulez le dire, qui à long terme peuvent avoir un impact sur la santé elle-même. Mais je voudrais profiter de ça pour avancer sur une question, parce que nos abonnés sont très intéressés par la question. Et ce qu'ils demandent en moyenne tourne autour de est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que c'est inévitable, que le stress fait partie de nous-mêmes, qu'on a des hauts et des bas, qu'on va apprendre à vivre avec le stress, et que si on prend 2 ou 3 choses, par exemple les médias contribuent à notre stress parce qu'il y a beaucoup d'informations que nous recevons, vous l'avez dit. Alors, informations négatives, il faut préciser. Bien entendu négatives. Alors, si je prends ici, j'essaie de voir peut-être le lien qu'il y a entre les questions, c'est comment allons-nous gérer notre stress par rapport aux médias, par rapport à aller au travail, parce que nous devons continuer à aller au travail, par rapport aux hauts que nous allons et aux bas que nous avons. Voici à peu près des questions qui sont revenues et qui concernent des préoccupations pour nos abonnés. Alors, en premier temps, limiter la consommation de médias, comme je l'avais dit. Ouais. Vous mettez une demi-heure par jour, où vous lisez les journaux, vous regardez la télé, et où vous allez sur les sites sociaux, et vous vous dites, je le fais pour seulement une demi-heure, et c'est tout. Et cela est la même chose qu'avoir comment dire, un horaire hebdomadaire pour donner le sens du contrôle, comme je l'avais dit avant. C'est que ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, ce qui peut aider la stress, c'est l'exercice. L'exercice, c'est pas mal marcher pour 5 km. Il faut avoir le battement de cœur jusqu'à 120 battements par minute. Alors, il faut vraiment, l'exercice est très, très important du niveau d'adaptation. Sortez de votre domicile. Si vous ne devez pas être isolé, sortez. Gardez vos connexions. La famille est une grande source de support. Et au Sénégal, les familles sont grandes. Alors, gardez vos liens hebdomadaires avec vos familles. Parlez avec vos familles. Cela peut aider. Mais comme je l'avais dit, c'est très important. C'est très important de vous organiser les journées, particulièrement si vos travails n'ont pas recommencé. Le stress est très souvent plus haut quand vous n'avez rien à faire, parce que vous êtes avec vos pensées. Et normalement, dans une situation de pandémie, les pensées sont négatives et il y a des pensées du désastre, des choses qui vont mal. Alors, il faut vous occuper, il faut être occupé, il faut faire de l'exercice, il faut garder les liens, il faut limiter la consommation de l'alcool. Et ça, je veux le faire, comment dire, le mettre en guillemets. En guillemets? Oui, emphasis. OK, en guillemets, oui. Yeah. Et pourquoi ici, à Washington, D.C., pendant l'isolement, on a vu un accroissement de la consommation d'alcool. Vous savez pourquoi? Premièrement,
il n'y a rien à faire. C'est mieux de sortir dans le petit jardin et boire du bière. Mais en seconde partie, l'anxiété et le stress est plus haut. Et quand on boit de l'alcool, dans un premier temps, dans un très court temps, ça abaissit l'anxiété et le stress. Mais en longue durée, ça le fait pire. Ça l'accroît. Ouais. Alors, il faut faire attention à la consommation d'alcool parce que ça peut ajouter à le stress. Mais avoir organisé vos journées, dans cette organisation, s'assurer que vous avez de la sport, de l'exercice. Ne restez pas sans rien faire. Ne consommez pas beaucoup d'alcool. Tout ça peut aider à réduire le stress. Très bien. Très bien. Merci. Merci, docteur. Je pense que vous êtes en train de prendre la question en charge, une question qui avait été posée par Ablaye concernant les pratiques pour éviter le stress. Mais il y a Fatou qui pose une question très intéressante. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'aller au travail. Oui. Il y aura un moment, on est confiné, mais du fait que l'activité économique reprend et qu'il y a des services qui fonctionnent, nous devons aller maintenant dehors. Et ceci comporte également un risque d'être contaminé, d'être infecté. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de transmission communautaire en ce moment, donc qui fait qu'une transmission locale, qui fait qu'on ne sait pas qui est la personne qu'on a en face, qui pourrait être la personne qui nous infecte, et comment on gère ce stress-là, comment on gère cette peur, qui est une peur presque à la limite constante, dès l'instant qu'on sort de chez soi, jusqu'au moment où on revient à la maison, on a un risque d'être... Alors, là, si vous prenez des précautions, mettez votre masque, lavez vos mains, ça minime le risque. Ce n'est pas complètement disparu, mais c'est minimisé. Si vous prenez les précautions recommandées et minimisez les risques, vous prenez contrôle. Si vous ne prenez pas des précautions, bon, vous allez au travail sans masque, vous ne vous lavez pas les mains, vous vous rapprochez plus de 2 mètres, alors oui, bien sûr, il va avoir ce risque. Mais si vous prenez les précautions, les risques vont être très bas. Et il n'y a rien dans la vie qu'on peut faire pour complètement faire des risques de tous les jours disparaître, finalement. Il faut voir les risques dans le contexte de probabilité. Oui. Voilà. Si je prends toutes les précautions, le risque que je vais être malade va être moins d'1% ou quelque chose comme ça. Et si je ne prends pas, le risque monte. Si je veux aller d'un côté de la rue, juste en bas de mon bureau, de l'autre côté, si je ne regarde pas la rue, il y a un risque de se faire creuser. Mais si je regarde, je prends des précautions, probablement va pas être creusé. Alors, mon réaction doit être modulée au niveau du risque. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'en prenant des mesures de protection, toutes ces mesures de précaution que nous devons prendre, cela nous permettra de nous sentir un peu plus en sécurité. Mais il reste entendu qu'un risque zéro ne va pas exister. Il y aura toujours un risque. Mais le confort dans lequel on serait mentalement en portant un masque, en gardant la distance par rapport aux autres, pour nous aider à mieux supporter cette situation où nous sommes exposés. Parce que naturellement, dans les transports en commun, dans les endroits publics, il y a probablement une personne ou une autre qui serait infectée ou qui ne prendrait pas les mêmes précautions que nous. Et nous, on pourrait être exposés. Mais je pense qu'en adoptant un comportement, en prenant des mesures barrières nous-mêmes, on se sentirait plus à l'aise pour supporter cette situation. Alors, il y a Paul Benoît qui a parlé des mass médias, mais vous en avez parlé. Il y a les informations qui viennent en grand nombre
mais il y a surtout les fake news, toutes ces informations erronées qu'on appelle maintenant en français les infodémies, c'est-à-dire l'épidémie de mauvaises informations qui malheureusement ne contribuent pas à notre équilibre psychologique. Dès l'instant qu'on allume notre téléphone portable ou la télé, il y a un flot d'informations qui nous vient. Certaines sont bonnes, destinées à la consommation, à nous prévenir, mais d'autres, malheureusement, sont des histoires créées de toutes pièces et qui renforcent notre angoisse. Alors, il faut choisir à quoi écouter. Heureusement, le gouvernement du Sénégal est très capable et a un très bon record avec l'Institut Pasteur du Dakar et les autres organisations. Il donne de très bonnes informations sur le progrès de l'épidémie et un très bon record. Et puis, il y a des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui donne de bonnes informations. Et puis, notre ambassade au Sénégal, particulièrement sur le côté de prévention, donne de très bonnes informations. Alors, vous devez aller à des sources dont vous avez confiance, qui a un très bon record, qui est connu. Une source connue. Et pas n'importe qui. Alors, excusez-moi. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Je parle avec mon téléphone là. Désolé. OK. Allô? Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Voilà. C'était le téléphone. Désolé. Donc, vous étiez en train de dire? Je suis en train de dire qu'il faut aller aux sources dont vous avez confiance. Il y a des sources de l'information confiance. Le gouvernement du Sénégal, l'Institut Pasteur de Dakar, l'OMS, notre ambassade à Dakar. Tout à fait. Ça, c'est des sources d'informations sur lesquelles il faut avoir. Sinon, n'importe qui sur des réseaux sociaux peut écrire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Tout à fait. Choisir sa source d'information. Voilà. Mais également choisir peut-être les heures, parce que cela ne sert à rien toutes les heures. Parce que ça devient répétitif. Limité. Parce que si c'est la même chose, et si ça va être tragique ou négatif, entendre 10 fois sur le même nombre de morts, ça ne rajoute rien. Sauf tout à fait. Avoir un impact émotionnel qui est plutôt négatif. Important, oui, tout à fait. Donc, choisir sa source, choisir le nombre de temps qu'on passe à avoir des informations sur la COVID et le reste du temps faire autre chose qui n'est pas COVID. Voilà. Donc, et il y a une question également qui a été posée par Chef et qui est une question extrêmement pertinente qui est liée à la stigmatisation. On s'est rendu compte que quand la maladie est arrivée, très vite, les personnes qui ont été infectées ont fait l'objet de stigmatisation. On va dans une maison, on voit des gens qui viennent pour faire des prélèvements ou pour venir chercher quelqu'un et l'amener à l'hôpital. Et cette maison devient une maison à éviter. Alors, la question, c'est en quoi le stress peut aggraver les problèmes de stigmatisation? Ça, c'est une question très intéressante. Bien sûr, la disons, sur la personne stigmatisée ou sur la communauté qui stigmatise? J'imagine sur les deux sens, mais aussi d'abord commençons par les personnes qui sont stigmatisées, puis nous pourrions revenir sur la communauté qui stigmatise. Bien sûr, dans une famille, avoir un malade et être mis en isolement et quarantaine, séparé du communauté, ça produit du stress. Vous avez perdu vos liens avec la communauté.
vous avez perdu votre liberté. Et alors, des règles sont imposées sur vous. Et si vous mettez même pas un être humain, un souris dans une cage, après un certain temps, il produit du cortisol et du stress. Tout à fait. Tout à fait. Alors, être en quarantaine, être en isolement, avoir un membre de famille qui est malade, vous battez d'un côté avec la peur et la stress d'être infecté soi-même. Heureusement, le système, je dois dire qu'au Sénégal, le testing marche très bien. 24 heures, vous savez si vous êtes infecté ou non. Ça, c'est grâce à l'Institut Pasteur. Vous avez d'un côté la peur d'être infecté, de l'autre côté, la perte de votre liberté. Voilà. Et puis, si il y a du stigma dans votre communauté, la maison à côté de vous, le membre des familles lointaines qui ne veulent pas avoir du contact avec vous, même après qu'on est rassuré que vous n'avez pas la maladie, ça cause le stress à persister parce que vous avez perdu vos liens sociaux. Et ça, c'est très intéressant. On a fait de l'étude au Liban pendant les années 80, pendant la guerre civile de Liban. Ce qu'on a découvert, c'est que le rompure du lien communauté, parce que les gens devaient se déménager d'un côté de Beyrouth à l'autre, ils ont perdu leur communauté, ça a eu un plus grand impact sur leur santé mentale que d'avoir vu quelqu'un qui était tué devant eux. Normalement, on considère voir quelqu'un mort d'être beaucoup plus traumatisant. Mais la recherche nous montre quand on perd nos liens sociaux, ça a beaucoup pire impact sur la stress et la santé mentale. Alors, ce stigma cause le stress de persister. Ça probablement cause est l'une des choses qui contribuent à une santé mentale beaucoup plus pire. Alors ça, c'est d'un côté. Sur l'autre côté, les gens qui stigmatisent, la communauté qui stigmatise, c'est un peur irrationnelle. Et ce peur irrationnel, parce qu'on a fait du testing, on sait que quelqu'un ça transforme, ça aggrave la maladie, ça la transforme en maladie qui peut plus facilement, plus mystérieusement être transmettre. Alors, c'est comme la seconde question. Alors, on doit avoir tout le temps, on doit avoir peur. On doit avoir peur d'aller chez nous ou à la maison, au travail, même avec des précautions, parce qu'on ne sait pas. Hein, si la maladie peut se transmettre, même si on assure que le risque est minime, si on ne va pas croire ça, si on va stigmatiser des membres de nos communautés, c'est pire pour la communauté en tout. En tout, oui, tout à fait. Alors peut-être que c'est vrai que nous sommes rattrapés par le temps, mais il y a une question qui est... Alors tout à l'heure, Ousseynou parlait des hauts et des bas. Le stress également, c'est des hauts, des hauts et des bas de la vie. Et que donc, à la limite, on ne peut pas éviter peut-être le stress. C'est normal, ça fait partie de nous. Oui, bien sûr. Nous avons des hauts et des bas. Alors, il y a Khalil peut-être qui demande ce que ce sera après le Covid. Est-ce qu'il nous sera facile de retrouver nos habitudes après le Covid avec tous ces changements causés par la pandémie? Ce sera probablement la dernière question de cette session. Alors, je vais mettre mon chapeau d'historien
J'ai fait beaucoup d'études sur la pandémie d'influenza de 1918. Comme vous savez, cette pandémie était un peu comme le coronavirus. Ça a commencé aux États-Unis cette fois, pas en Chine. Et avec la Première Guerre mondiale, ça s'est répandu partout dans le monde. Et ça dépend sur le pays, mais aux États-Unis, à peu près 2% de la population a trouvé la mort. Mais en moyenne, entre 2 et 4%. Alors, c'était une pandémie d'influenza très sévère. Très, très sévère et très, très traumatisant. Et ça a commencé vers mars de 1918 et ça n'a pas fini jusqu'à décembre, janvier de l'année d'après. Janvier de l'année d'après. Beaucoup de changements sont faits en 1918 pour arrêter la maladie. Les écoles étaient arrêtées comme aujourd'hui, quelques écoles. Tout le monde mettait des masques, il y avait des règles, au moins aux États-Unis, les gens ne peuvent pas aller à des sites religieux en groupe, en masse. Toutes ces restrictions, il y avait beaucoup de traumatisme. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après que la maladie s'est arrêtée, tout le monde a oublié la maladie. La société, c'était connu, l'influenza de 1918. Quand je travaillais sur ce sujet dans les années 90, le début des années 90, c'était une maladie oubliée. C'est la tendance normale ou naturelle d'une société de vouloir oublier des effets, des choses traumatisantes, Tout à fait. Traumatizing events. Traumatizing events, des événements traumatiques. Ça, c'est on veut pas. Alors, personnellement, je ne pense pas que beaucoup va changer sur la façon qu'on mène notre vie. Ce que je espère va changer du côté mondial, c'est comment on investit sur produire des vaccins et des antibiotiques. Sur le côté mondial, maintenant, avant le coronavirus, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, y compris les États-Unis, on était réactifs aux pandémies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y avait Ebola, on va aller produire un vaccin et si Ebola s'arrête, on arrête de rechercher le vaccin. Voilà. J'espère qu'on va penser des vaccins et des antibiotiques et la recherche dans ce niveau-là comme une assurance. Si vous prenez une assurance sur votre voiture ou si vous dépensez sur l'assurance sur votre voiture ou sur votre maison, n'importe quel matériel que vous possédez, vous ne pensez pas que je vais être dans une collision où ma maison va 100% brûler. C'est juste en cas. Vous investissez juste en cas. Je pense que ce qui va changer, on va regarder sur la production des vaccins et la production des antibiotiques comme une assurance. Tout à fait. Si n'importe que si l'épidémie, disons la maladie devient épidémique ou non, ou pandémique ou non. Docteur. Très bien, docteur. Très bien, très bien. Merci. C'est sur cette note que notre session va s'achever. Deux choses que vous venez de dire. Nous avons une capacité d'adaptation et d'oubli. Des événements traumatiques se produisent, mais nous avons la capacité de les oublier et de passer à autre chose. Mais dans ce passer à autre chose-là, peut-être l'espoir pour nous, c'est soit de trouver un vaccin,
pour trouver des médicaments qui vont permettre à l'espèce humaine de passer cette étape et de continuer à se développer. Vraiment, voici, docteur, ce que je tenais à conclure, en vous remerciant de votre disponibilité. J'imagine que votre emploi du temps doit être relativement chargé en ces temps. Cela a été un plaisir pour vous de vous avoir, et au nom du Centre américain de Dakar, je voudrais vous remercier en mon nom personnel, mais au nom de toute l'équipe, et vous remercier au nom de nos abonnés qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt cette session. Et nous leur donnons rendez-vous prochainement sur un autre thème dans le cadre de l'animation que nous avons pour la communauté. Encore une fois, bonne fin de journée. Bonne journée là-bas, là, aux États-Unis, là où vous êtes. Et bonne fin de journée à nos collègues ici, à Dakar, ou partout où ils se trouvent dans le monde. Et le mot de la fin, stay safe and protected. Restez protégés, parce que la maladie est encore là, elle est réelle. Allez, bonne fin de soirée et à bientôt. Merci beaucoup, c'était un honneur. Merci. Merci.